va essayer de voilà, te découvrir davantage. Ouais, Donc, tu es originaire de Cocody, c'est ça, Côte d'Ivoire. c'est ça. Comment tu pourrais nous décrire ton enfance en Côte d'Ivoire? Un enfant chouchouté Ouais, chouchouté, bah, je suis issu d'une famille de classe moyenne. Mon père avait une entreprise de gardiennage, ma mère était expert comptable. Et je suis né à Cocody, qui est un quartier chic de Côte d'Ivoire, de la ville d'Abidjan. Et ben, à l'école, j'étais intelligent, j'étais toujours entre les premiers et troisièmes de la classe. Donc ça va, j'étais bien, j'avais tout ce que je désirais et j'avais une vie paisible. J'avais une grande maison, j'avais mes rêves d'enfant, comme tous les enfants. Et puis, euh, et puis j'ai grandi dans cette famille chrétienne Mhm. à Abidjan et on a vécu aussi pas mal de difficultés Oui, justement. parce que mon père, il avait été accusé faussement avec son associé, donc du coup, il est allé en prison. Mhm. Et ça a été difficile parce que j'avais 5 6 ans et il était emprisonné au Bénin, qui est son pays d'origine. Et c'était difficile parce que je voyais ma mère faire des allers-retours et même moi, je suis allé une fois là-bas le voir en prison et c'était vraiment assez douloureux, C'était quoi. douloureux. Ça, en tout cas, ça a marqué ma conscience d'enfant. Alors, quand justement j'ai parcouru ton livre, j'ai vu qu'il y a une série d'arrachements Mm. qui s'est fait dans ta vie quand tu es né, en fait. Tu es né arraché à la mort, en C'est fait. vrai, Tu as été c'est arraché vrai. à la mort, arraché à ton papa qui était injustement jeté en prison. Ensuite, tu as été arraché à 12 ans à ta mère et ton père pour Ouais. quitter la Côte d'Ivoire parce que la situation politique Politique, était c'est vrai. extrêmement sensible. Ensuite, tu es arraché de nouveau à ta famille pour être en famille d'accueil Ouais. en enfance. Et intérieurement, comment tu décrirais ce Salomon? Bah, c'est c'est des situations de, difficiles pour un enfant. Parce qu'un enfant se construit dans un équilibre. Mhm. Et moi, à chaque fois, j'étais, comme tu disais, arraché, déraciné. Et c'est vrai que ça m'a pas aidé dans le sens où, bah, à chaque fois, j'étais sur le qui-vive. Je me disais, demain, qu'est-ce que va devenir, qu'est-ce que je vais devenir demain? C'était cette incertitude Ouais, pesante qui était là ouais, constamment. instabilité constante. Et je me suis forgé bah, sur une instabilité, quoi, Mhm. finalement. Et à un moment, dans ton enfance, tu avais envie de repartir là en Côte Ah ouais, d'Ivoire, complètement, de retrouver ton... parce que nous, on n'avait pas, j'avais pas de besoin à proprement parler, que ce soit sur le plan économique ou le Mhm. plan de la sociétal, d'immigrer en France. J'étais bien, C'était j'avais... absurde pour toi, oui, Ouais, complètement. Et en plus, en Afrique, il y a cette chaleur-là, il y a le soleil tout le temps. Devant chez moi, il y avait un manguier. Enfin, Oui. je finis de manger, je lançais une pierre comme ça, Et je puis il y avait les cueillais. mangues Il qui y avait le mot tombaient, qui c'était la tombe, belle vie. il y avait un papayer qui est là. Enfin, c'est la belle vie, quoi. Oui. Et quand il pleuvait, ben, je dansais pieds nus sur la pluie. Donc c'était vraiment, j'avais pas de raison, à part la guerre, Mhm. de pouvoir venir en France. Donc oui, c'était quelque chose qui était difficile. Et à un moment, alors, tu es en France, dans cet environnement un peu froid, c'est la cité, ça n'a rien à voir avec ce que tu as connu. Et tes parents repartent C'est ça, avec ta sœur, c'est ma ça? petite sœur, ouais. Et toi, tu restes ici. Et pour toi, je pense qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu en veux à tes parents ou elle te Ouais. dit, c'est le destin, c'est Ben, la vie? dans un premier temps, j'en voulais à mes parents parce que la situation s'était un peu stabilisée et moi, du coup, je voulais retourner, quoi. Euh, mais mon père a insisté pour qu'on reste, pour qu'on puisse faire des études en France, parce que c'est toujours bien pour un papa d'être fier que ses enfants font des grandes études, tout ça. Aujourd'hui, Donc, tu comprends sa décision? Ou elle est oui, encore difficile oui, non, à... mais je comprends. Et deuxièmement, j'ai accepté le fait que ben, c'est la vie, c'est peut-être ma destinée finalement. Et puis, ouais, Et puis tu as fait ton bout de j'ai chemin. fait mon bout de chemin.
Et dans ton livre, bon, aujourd'hui tu es auteur d'un livre, tu écris, tu sers Dieu, tu es celui qui va à la rencontre des gens, qui parle de ta foi, qui encourage, qui relève. Euh, Tu as maintenant à temps plein dans ce qu'on pourrait dire le ministère chrétien, d'une certaine manière. Oui, Tu es je actif, suis actif. tu es vraiment actif dans cela et tu écris quelque chose qui est intéressant, peut-être pour ceux qui sont actifs comme toi dans le service pour Dieu, le Mhm. service pour les autres. Tu dis parfois le péché, le piège du service de Dieu est de délaisser sa propre famille pour accomplir l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est un péché ou un piège que tu observes encore aujourd'hui? En tout cas, dans mon cas, par rapport à mon expérience, mon père servait Dieu et parfois il était plus porté vers l'extérieur que vers l'intérieur. C'est ce que tu as vu C'est ce que j'ai vu dans le dans ta famille, comportement puisque ton père aussi. de mon père. Ouais. Et ça nous a défavorisés parce que j'aurais aimé que mon père soit plus présent. Parce que après, à l'adolescence, j'ai eu la crise d'adolescence. D'adolescence. Et j'aurais aimé que mon père soit là pour me recadrer, par exemple. Mhm. Mais vu qu'il était porté vers l'œuvre de Dieu, tout le temps invité ici et là, ça m'a pas aidé, quoi. Est-ce que tu en as voulu à Dieu un peu de prendre ton père comme ça, de l'envoyer par-ci, par-là, et que toi, tu avais besoin d'un papa à la maison Ouais, oui, ouais, 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 complètement. Et je pense que c'est ça qui a causé aussi une rébellion dans ton cœur? dans mon cœur concernant l'éducation chrétienne que j'ai reçue de mes parents. Mhm. Parce que mes parents m'ont bien éduqué avec les principes Mhm. bibliques et avec la parole de Dieu. Mais le fait que mon père soit porté vers l'extérieur et pas souvent présent, ça crée un déséquilibre dans la famille. Et ben, il n'a jamais été souvent présent au moment clé pour un enfant. Mhm. Et du coup, c'est vrai que ça a causé une rébellion vis-à-vis de Dieu, quoi. Et aujourd'hui, toi, tu es père de famille maintenant, donc c'est Ouais. quelque chose que Ah ouais, c'est quelque chose que je, tu je, fais je- très je fais attention. super attention. Et tu disais que j'étais à temps plein. Je suis à temps plein dans le sens où je suis à fond dans les choses de Mhm. Dieu, mais je travaille à côté aussi Mhm. pour avoir un équilibre, Ouais. pour pouvoir assumer les charges d'une Mhm. famille. Parce Mhm. qu'être père, c'est pas rien. Mhm. Il faut assumer, il faut protéger sa famille. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que ma famille, c'est comme mon jardin d'Éden. Mhm. Et c'est à l'homme de veiller à ce que le serpent ne rentre pas dans ce jardin, Donc justement. tu sens cette responsabilité de Ouais, ta famille, ce c'est ça. rôle important pour Et je toi. ne veux pas commettre les erreurs que mon père a commis. Donc Mhm. je veille vraiment à ça, quoi. Et c'est pour ça, même souvent, quand j'ai des invitations, euh, souvent j'en refuse d'autres. Oui, Parce ça que, t'arrive de dire non, non, parce que je veux prendre du temps pour ma parce que famille. pour moi, le premier ministère, c'est la famille. C'est la base, c'est la souche de la société. Mhm. Et voilà, je préfère passer du temps avec ma femme et mes enfants que franchement être sur une estrade en train de prêcher, quoi. Mhm. D'abord la famille et après, Et après. le reste. Tu dis dans ton livre, je n'écrivais jamais mon adresse sur mon carnet de correspondance, Ouais. car c'était celle de l'hôtel. La honte pour moi si les gens le savaient. Et cette honte, elle t'a aussi poursuivi lorsque tu t'es fait arrêter tout jeune. Mais tu dis en même temps, c'était la honte, mais c'était aussi la gloire pour moi Ouais, dans la cité où ça j'étais, c'est vrai. devant les amis. Et est-ce que tu penses que ce sentiment de honte, dû à cette précarité que tu as connue ici en France, a petit à petit tracé une voie vers la petite délinquance? Oui, forcément. Forcément, je pense, hein, et ça c'est... maintenant, je vais en prison pour témoigner. J'ai grandi en banlieue, dans une cité. Donc, c'est sûr que la misère et la précarité poussent les jeunes hommes ou les jeunes femmes Mhm. à aller vers la facilité. Donc, à aller vers la délinquance. Et moi, dans mon cas, c'est sûr que j'avais cette honte-là parce que euh, je dormais à l'hôtel avec ma mère. Et ça me paraissait invraisemblable parce que je me disais, mais mince, en Afrique, on a une grande maison et en France, ici, on dort dans, Petite dans, dans, carré. dans, dans- dans les hôtels et ma mère, elle est tout le temps obligée d'appeler à chaque fois pour qu'on nous reloge. Et après, on doit faire nos affaires, aller d'hôtel en hôtel. Donc tout ça, ça durcit en fait mon cœur. Mhm. Et oui, la précarité, la misère pousse parfois Oui.
à la facilité et à la délinquance. Après, il y a des personnes aussi qui ont vécu une précarité, qui ne sont pas forcément délinquants, mais qui ont trouvé en cette précarité une source de motivation pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai que moi, dans mon cas, ça m'a poussé vers la délinquance. J'ai une photo à te montrer. Oh là là. Tu vois ici. Tu faisais partie d'une bande qui s'appelait les Microbes. Yes. Pourquoi vous êtes appelés les Microbes? Je sais pas. Pourquoi ce nom? Parce qu'un microbe, c'est vraiment rien, c'est quelque chose qu'on rejette, c'est nuisible. C'est nuisible. C'est plutôt dans l'esprit nuisible. Ça, c'était à Clichy-sous-Bois. Et à l'époque, il y avait un groupe de jeunes qui s'appelait les Microbes. Donc, c'était des jeunes de Clichy et la ville à côté, Montfermeil. Et on était connus un peu sur Paris, dans le 93. Mais le terme des microbes, est-ce que c'est cette vision que vous avez de vous-même? Les microbes de la société? Ouais, un peu. Un microbe, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on veut éradiquer. On veut éradiquer. Oui. Et c'est vrai qu'en banlieue, en cité, on a ce sentiment-là. D'être des microbes. Ouais, d'être des microbes, d'être, entre guillemets, stigmatisés sans cesse, les mal-aimés, quoi. Et puis, en plus, quand tu es noir... ça n'aide pas. Ça n'aide pas, oui, voilà. Et puis, ce sentiment de malaise. Bien sûr. Et qui est présent, hein, il ne faut pas le nier. Mais aujourd'hui, j'ai un autre recul, quoi. Aujourd'hui, j'ai un autre recul. Ce sentiment de malaise va connaître un peu son apogée le 25 octobre 2005, à la mort de ces deux jeunes, Bouna et Zied. Et Salomon, tu étais parmi les leaders de ces émeutes. Ton cœur était pétri de colère, de haine, de sentiments d'injustice. Et c'est une révolte ouverte aux autorités. Qu'est-ce qui t'anime à cet instant? Alors, Bouna et Zied, pour un peu restructurer le contexte, c'est que c'était des jeunes de la cité qui étaient dans une ville à Livry-Gargan, qui est juste à côté de Clichy-sous-Bois. Ils étaient en train de jouer au foot. Et puis, moi, je me souviens de ce jour-là, c'est que moi, j'étais aussi à Clichy-sous-Bois, mais au terrain synthétique. On était en train de jouer au foot. Et tout d'un coup, les lumières de la ville se sont éteintes. C'est-à-dire la ville était le noir complet. On ne comprenait pas. Et en fait, c'était parce que ces deux jeunes ont été pris à partie par la police. Donc, ils ont couru parce que ce n'était pas eux. Et ils sont allés se réfugier dans une centrale électrique. Et lorsqu'ils ils ont escaladé le mur, ils sont tombés directement dans la centrale. Et en fait, l'électrochoc, ils ont été grillés. Ça a provoqué cette coupure de courant sur toute la ville. Et après, on entendait des bruits, ils ont tué Bouna et Zied. Enfin, en banlieue, c'est le téléphone arabe, quoi, ça va vite. Donc, du coup, moi, Bouna, je l'avais côtoyé, on jouait au foot ensemble. Donc, c'est parti très vite, comme ça. Et d'un coup, il y a eu une révolte. C'est envolé, c'est happé. Oui, et puis dans l'élan, et en plus, avec les copains à l'époque, on se chauffait les uns les autres. Non, c'est pas on va en découdre, tout ça. Et c'est parti de là. Donc, c'était l'hiver. Donc, on avait tous les pulls à capuche, les jeans, des baskets. Et on a commencé à descendre vers le Chêne Pointu. Parce que Clichy, c'est descendre. Il y a un autre quartier qui est le Chêne Pointu, descendre. Et voilà, ça a éclaté, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, dans ton cœur à ce moment-là? La vengeance. La vengeance. La vengeance. Tu revois ton parcours. Ouais, c'était de Cocody jusqu'à. Ouais, c'était un tout. Jusqu'à Clichy, c'est tout ça, tout défile dans ton esprit. C'est ça. Tout défile et puis c'était un condensé de toutes ces souffrances, cette injustice que j'avais vécue. Et ça devait sortir, quoi. Et c'est sorti. Et c'est sorti, ouais. Et c'est sorti. Et là, tout cela sort, tout ça émerge. Mais en même temps, tu restes un jeune homme toujours insatisfait, toujours dans sa colère, toujours dans le sentiment d'injustice. Et puis, mais ce qui est drôle, c'est que dans tout cela, dans ce cheminement de souffrance, de douleur, de combat, tu fais une rencontre particulière dans un métro. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu essaies de draguer une fille. Grave. Et cette fille, elle t'amène à l'église. Grave. Et c'est à ce moment-là que le travail, est-ce que tu entends un message qui vient te toucher, ta carapace tombe. Salomon,
tombe, on dirait. Ouais, Et c'est là que commence le début où la chenille va commencer complètement. à construire son cocon. C'est ça. C'est la transformation démarre. Ouais, c'est ça. En fait, je rentrais chez moi et c'était dans les transports en commun et il y avait une fille un peu métissée. Donc tout de suite, je suis allé m'asseoir Pas très loin. pas très loin. Et puis je regardais, je jetais des coups d'œil et juste avant de descendre à ma station, je suis allé lui demander son numéro et tout. Et elle m'a passé son numéro. Donc je me suis dit, quand je suis descendu, je me suis dit, pareil, trop beau C'est gosse, bon, c'est c'est facile. facile, c'est moi, charismatique, trop. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu 2 jours avant de l'appeler. Parce que si je l'appelais le soir, en fait, j'avais tellement des T'avais déjà tout techniques. pris. Ouais. Ouais, ouais, je me suis dit, si je l'appelais le soir même, ça allait faire trop le mec qui a faim, qui a la Ouais. dalle. Donc j'ai attendu 2 jours et puis je l'ai appelé, tout ça, et elle m'a dit, oui, bah, écoute, on peut se voir, mais à condition que tu viennes le dimanche à l'église. Et c'est comme ça que je me suis mis sur mon 31 Pour aller à l'église. pour aller à l'église. Toujours avec ta crête blonde. Ah ouais, complètement. Crête blonde, des boucles d'oreilles, le dernier jean à la mode, la dernière paire de baskets. Je faisais beaucoup. T'avais sorti le jeu, là. Ah ouais, le grand jeu, je dirais là. Et arrivé à l'église, ben, en fait, j'allais à la rencontre de Dieu. Mhm. Finalement, c'était le Tu rendez-vous. te fais beau pour Dieu. Ah ouais, Sans ouais, le j'ai mordu à savoir. l'hameçon. En fait, Dieu, je pense, il connaît, il connaît l'appât qui peut Vous amenez. nous amener à lui. Et moi, en l'occurrence, c'était les femmes. Mhm. Et il est passé par ça pour me... Alors, il y a un grand piranha qui est venu, qui a mordu à l'hameçon, comme ça. Et ben, c'était une belle prise. C'était une belle C'est prise. une- Et je me souviens, ce jour-là, j'étais posé contre le mur. À chaque fois, quand je témoigne, je raconte cet épisode. J'étais posé contre le mur et en face de moi, il y avait la croix. Il y avait le message de la croix, de la bonne nouvelle qui était annoncé. Et quand le prédicateur a fait l'appel, je me suis avancé. Et à chaque pas, je m'éloignais de la cité, je me rapprochais de la croix. Mhm. À chaque pas, je m'éloignais de la cité, je me rapprochais de la croix. Jusqu'à venir devant la croix, où c'est la croix, c'est 4 dimensions, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Christ. Et là, j'ai été foudroyé par cet amour. Et j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Et à ce moment-là, Dieu a commencé à guérir ma vie. J'ai vu toute ma vie défiler depuis mon enfance jusqu'à ce jour-là. Et il y a une guérison, il y a comme un fleuve, une cascade qui est tombée sur moi. Et j'ai commencé à pleurer. Et Dieu guérissait mes blessures, toutes mes souffrances intérieures, tout mon mal-être et cette amertume, cette violence qui était contenue en moi. Et Dieu est en train de guérir. Et la croix, ben, à la croix, c'est le plus beau message Que tu as entendu. que j'ai entendu, c'est qu'un homme peut changer et naître de nouveau. Et voilà. Et c'est Salomon aujourd'hui. Et c'est Salomon aujourd'hui, ouais. Merci Salomon.